Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Martin Heidegger, chemin qui ne mène nulle part. Six textes, six chemins qui s'enfoncent dans le domaine inexploré de la pensée. Ou faux chemin, sentier qui se perd, fausse route. Holzeweg, chemin non frayé. Premier, l'origine de l'œuvre d'art. L'origine d'une chose, c'est la provenance de son essence. Pour l'art, c'est l'artiste. Et l'origine de l'artiste, c'est l'œuvre d'art, essence de l'art. Il y a les choses comme le bloc de granit. La chose est matière. Matière et forme sert un schéma conceptuel. L'idée de création s'écarte de la chose pure et simple. Paire de souliers et celle peinte par Van Gogh. Dans l'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. L'essence de l'art serait de se mettre en œuvre de la vérité de l'étang. L'art est la mise en œuvre de la vérité, non pas de la reproduction de l'étang particulier, mais de la restitution en elle, l'ouverture de l'étang dans son être, l'avènement de la vérité. La terre, la matière, est par essence ce qui se renferme en soi. Mettre en place un monde et faire venir la terre sont deux traits essentiels dans l'être-œuvre de l'œuvre. La vérité est l'essence du vrai. Il faut penser la vérité au sens de l'essence du vrai. Dans l'œuvre, c'est l'avènement de la vérité qui est à l'œuvre. L'artiste est aussi un artisan. La vérité se met elle-même en œuvre. La vérité s'institue dans l'œuvre, l'être-œuvre. Albert Dürer, car en vérité l'art y est dans la nature, et celui qui d'un trait peut l'en faire sortir, il le tient. En tant que mise en œuvre de la vérité, l'art est poème. L'art fait jaillir la vérité. L'origine du Dasein historial d'un peuple, c'est l'art. Un mode insigne l'acte d'accession de la vérité à l'être, c'est-à-dire à l'histoire. On parle des œuvres immortelles de l'art et de l'art lui-même, comme d'une valeur éternelle. 2. L'époque des conceptions du monde. Le savant disparaît, il est relié par le chercheur, engagé dans des programmes de recherche. La science moderne se fonde et en même temps se spécialise dans les projets de secteurs d'objectivité déterminés. Dans la mesure où elle est recherche, la connaissance demande en quelque sorte compte à l'étang, quant à l'étendue de sa disponibilité pour la représentation. Représenter signifie faire venir devant soi, en tant qu'obstant ce qui est là devant, de rapporter à soi ce qui représente le réfléchir dans ce rapport à soi, en tant que région d'où échoua toute mesure. Savoir incalculable, c'est-à-dire le préserver dans sa vérité. L'homme ne le pourra qu'à partir d'un questionnement créateur, puisant dans la vertu d'une authentique méditation. À l'essence de l'image conçue, Bild, appartient la constance, le système. Tout rapport à quelque chose, le vouloir, le prendre position, les sensations et d'emblée un rapport s'effectuant sur le mode de la représentation. Il est cogitant, ce qu'on traduit par pensant. 3. Hegel et son concept de l'expérience. La philosophie considère le présent dans sa présence, présent en tant que tel. La philosophie est la science, car elle demeure la philosophie considérant l'étang comme étant. L'absolu seul est vrai. Le vrai seul est absolu. Le vrai, c'est ce qui, sous l'horizon de l'inconditionnelle conscience de soi-même, est su. La vérité est un caractère propre de la représentation. En son apparaître, la science se présente dans la plénitude de son essence. Hegel emploie les termes de conscience et savoir pour signifier le même. Conscience, c'est-à-dire être conscient, veut dire être en état de science. Pour Hegel, la présentation du savoir s'induit dans la constance du désespoir.
Elle est son accomplissement, scepticisme s'accomplissant. La science est la vérité du non encore vrai, et par là justement, celui-ci même, mais en sa vérité. La conscience est, en tant que conscience, son mouvement. La conscience est conscience en tant que dialogue entre le savoir naturel et le savoir réel, lequel dialogue accomplit le rassemblement de son essence à travers ses diverses figures. Hegel dit que l'expérience est le mouvement, que la conscience elle-même exerce sur elle-même. L'expérience est l'être de l'étant. Hegel appelle la phénoménologie de l'esprit le calvaire de l'esprit absolu. 4. Le mot de Nietzsche, Dieu est mort, essence du nihilisme. La métaphysique se prive elle-même de sa propre possibilité de déploiement. Après Nietzsche, il ne reste plus à la métaphysique qu'à se dénaturer en sa propre perversion. Le suprasensible n'est plus que le produit inconsistant du sensible, destitution. Cela aboutit à un ni, insensible, c'est-à-dire à l'insensé. Toute pensée métaphysique est ainsi ontologie et rien d'autre. Nietzsche est athée. Les mots Dieu est mort sont en 1882 dans le Gai Savoir. Déjà en 1870, dans une note pour la naissance de la tragédie, Nietzsche écrivait que tous les dieux doivent mourir. Pour Hegel, le sentiment que Dieu lui-même est mort, et Pascal, le grand Pan, est mort. Pour Nietzsche, et Dieu est mort, la foi dans le Dieu chrétien n'est plus digne de foi. Monde suprasensible en général. Depuis Platon, ce monde suprasensible est considéré comme le vrai monde, le monde proprement réel. L'ici-bas est la vallée des larmes, par opposition au monde de la félicité éternelle dans l'au-delà. Pour Nietzsche, sa philosophie est anti-platonicienne, anti-physique. Cause et fin sont mortes. Errance dans un néant infini, signification négative vers un néant de nihilité. Ce mouvement précipite les peuples dans la sphère de puissance des temps modernes, et Dieu est mort devient la formule de l'incroyance. Le but d'une félicité éternelle dans un au-delà se change en celui du bonheur pour tous ici-bas. À l'autorité de Dieu succède l'autorité de la conscience et de la raison. L'incroyance en tant qu'apostasie du dogme chrétien n'est jamais le fondement ou l'essence du nihilisme, mais toujours sa conséquence. Pour Nietzsche, le nihilisme signifie que les valeurs les plus haut placées se dévalorisent, processus historique. La préfiguration du nihilisme est le pessimisme. Pour Schopenhauer, le pessimisme est la croyance selon laquelle, dans le pire des mondes, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et approuvée. Pour Nietzsche, c'est là le pessimisme de la faiblesse. Le pessimisme de la force achève l'insurrection de l'humanité moderne dans le règne absolu de la subjectivité. C'est le commencement d'une situation intermédiaire. C'est l'avènement du nihilisme incomplet. S'ensuit un nihilisme complet, achevé et classique, qui exige une inversion de la valeur de toutes les valeurs anciennes. La volonté de puissance est la raison de la nécessité de l'institution des valeurs. Les valeurs et leurs changements sont en rapport avec l'accroissement de puissance de celui qui pose les valeurs. La volonté de puissance devient le principe d'une nouvelle institution des valeurs. Dieu est mort et nihilisme se laisse penser à fond qu'à partir de l'essence de la volonté de puissance. Le vouloir d'un côté et le pouvoir de l'autre. Vouloir, c'est vouloir être maître. Vouloir n'est pas un désir. Vouloir, c'est proprement ordonner. La volonté se veut elle-même, ordonne plus de puissance. Vouloir en général, c'est vouloir devenir plus fort. Pour Nietzsche, la question des valeurs est plus fondamentale que la question de la certitude. Être égale présence perdurante. L'essence de l'art, comprise à partir de la volonté de puissance, consiste en ce que l'art excite avant tout la volonté de puissance vers elle-même et l'éperonne à se dépasser elle-même. L'art est posé dans l'essence de la volonté de puissance. L'art est la valeur suprême. La thèse fondamentale de la métaphysique de la volonté de puissance est un jugement de valeur. Droit égal la volonté d'éterniser un rapport de puissance donné. Tout ce qui est susceptible de vénération doit contribuer à faire apparaître le droit comme éternel. La justice pensée par Nietzsche est la vérité de l'étant, sur le mode de la volonté de puissance. Rapport essentiel des valeurs art et vérité.
Nietzsche éprouve l'être de l'étang comme volonté de puissance. L'être homme se voit élevé dans une autre dimension de l'histoire. L'humanité qui surpasse l'ancien type, c'est le surhomme. Il nomme là l'essence de l'humanité qui commence à entrer dans l'accomplissement de son époque. Gai Savoir, 1883. Morts sont tous les dieux, à présent nous voulons que vive le surhomme. Le temps viendra où la lutte pour le règne sur la terre sera menée, et elle sera menée au nom des doctrines philosophiques fondamentales. 1881. Le grand midi est le temps de la clarté la plus claire, à savoir de la conscience, déterminée conscience d'elle-même, sous forme du savoir qui consiste à vouloir sciemment la volonté de puissance. L'être est devenu valeur. Dieu mort signifie Dieu est tué. Nous l'avons tué, nous tous. Nous sommes des assassins. L'homme s'est dressé dans l'égoïté de l'ego cogito. Avec ce soulagement, tout étant devient objet. Dévalorisation des plus hautes valeurs. L'essence du nihilisme réside en l'histoire. L'être lui-même, c'est l'être en sa vérité, laquelle vérité appartient à l'être. « 5. Pourquoi les poètes ?» Hölderlin pose cette question. Pourquoi des poètes en temps de détresse? Depuis que les trois alliés substantiels, Héraclès, Dionysos et Christ, ont quitté le monde, défaut de Dieu. Long est le temps de détresse de la nuit du monde. Au temps de la nuit du monde, le poète dit le sacré. L'époque est étroite, parce que les sens de la douleur, de la mort et de l'amour ne lui sont pas ouvertes. L'ouvert laisse entrer, le poème chante ce rapport différent des êtres et de l'homme à l'ouvert. La divergence réside dans les différents degrés de conscience. Depuis Leibniz, la différenciation de l'étang est courante dans la métaphysique moderne. La plante et l'animal sont insérés dans l'ouvert. L'homme place devant lui le monde comme objectif en son entier, et il se place devant le monde. L'homme dispose le monde sur lui, et il se produit pour lui-même, la nature. L'homme va avec le risque, car il est l'être qui veut. Le vouloir ici consiste à s'imposer soi-même. L'homme se sépare de la pure perception, être technique. Le péril consiste en la menace concernant l'essence de l'homme, en son rapport avec l'être même. Un tel péril est le péril. L'homme n'est pas seulement en son essence plus risquant que la plante et l'animal, il lui arrive par moments d'être encore plus risqué que ne l'est la vie elle-même. La vie signifie l'étang en son être, la langue est la demeure de l'être. La sphère entière de la présence est présente dans le dire. Le poème pense l'être de l'étang, la nature en tant que risque. Tout étant est risqué dans un risque, le chant est l'appartenance à l'entier de la pure perception. Chanter, c'est depuis le centre inouï de la pleine nature être emporté au passage du vent. Le chant est lui-même un vent. Ceux qui risquent plus sont les poètes. L'homme moderne est appelé celui qui veut. Ceux qui risquent plus sont ceux qui veulent le plus dans la mesure où ils veulent d'une autre manière que l'auto-imposition délibérée de l'objectivation du monde. La détresse en tant que détresse nous montre la trace du salut. Le salut évoque le sacré. Le sacré relie le divin avoisine le Dieu. Hölderlin est le devancier des poètes en temps de détresse, aussi peu dépassé que dépassable. 6. La parole d'Anaximandre. Plus ancienne parole de la pensée occidentale. Nietzsche compte Anaximandre parmi les pré-platoniciens. Diels parmi les pré-socratiques, c'est un étalon. Le seul penseur d'Occident qui quand dans la pensée a été touché par l'histoire de la pensée, c'est Hegel. Or, il ne dit rien de la parole d'Anaximandre. Aristote est la source la plus riche, aussi philosophe qu'érudit. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il recommande la lecture de Théophraste, disciple et premier successeur à la direction du Péripathos. Vers 530, après Jésus-Christ, le néoplatonicien Simplicius écrivit un volumineux commentaire de la physique d'Aristote et a introduit le texte de la parole d'Anaximandre. 1000 ans s'étant écoulés. C'est la plus ancienne connue, nous ne savons pas si c'est la plus initiale. Anaximandre de Milet. La pensée est le poème originel qui précède toute poésie et aussi toute poétique de l'art.
Or, à partir de quoi la génération est aux choses, aussi bien la perdition vers celui-ci s'engendre selon le nécessaire, car elles se donnent justice et pénitence les unes les autres pour l'injustice d'après l'ordre du temps. Cette phrase parle de la naissance et du déclin des choses. Retournons là d'où ils sont venus. La parole parle de l'étang multiple en son entier. Les choses se développent et se désagrègent. Des notions morales et juridiques sont mêlées à l'image de la nature. Philosophie de la nature, où viennent se greffer de manière non objective des considérations morales et juridiques. L'entier de l'étang est devenu l'unique objet d'une unique volonté de conquête. La simplicité de l'être est ensevelie en un seul et unique oubli. Martin Heidegger, chemin qui ne mène nulle part. Merci.